Avez-vous déjà entendu parler de ce célèbre quartier Biafra, à Abidjan, plus précisément à Treichville? Dans cette vidéo, nous allons parler des raisons liées à la naissance de ce quartier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, format histoire. Et comme l'indique le titre de la vidéo, nous allons parler de l'origine du quartier Biafra. Alors n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, à vous abonner à la page parce que c'est très important pour le soutien. Et sans plus tarder, nous allons passer au début de la vidéo. De 1967 à 1970, le Nigeria, riche pays d'Afrique, est plongé dans une guerre civile dévastatrice, marquée par de nombreux événements tragiques et par des tensions à la fois ethniques, religieuses et même tribales. La guerre du Biafra demeure l'un des plus graves conflits en Afrique. Le 1er octobre 1960, le Nigeria, ancienne colonie britannique, obtient son indépendance et se voit attribuer un régime fédéral. Cependant, ce n'est qu'en 1963 qu'il va se retirer du Commonwealth et accédera vraiment à cette indépendance. Il devient alors la République autonome du Nigeria. Ainsi, la Constitution fédérale va prévoir l'élection d'un Premier ministre qui détiendra l'ensemble du pouvoir politique, aux côtés d'un président ayant uniquement une valeur symbolique. Le Premier ministre Abubakar Tafawa Balewa est un homme Haoussa assez connu dans le pays et surtout beaucoup actif dans la vie politique. Il a à ses côtés M. Benjamin Nnamdi Azikiwe, qui est un homme d'origine Igbo et qui sera désigné comme président de la République nigériane. Il faut savoir que sur 200 ethnies présentes au Nigeria, seules 3 ont une main mise sur le fonctionnement du pays. Ce sont les Igbo, les Haoussa et les Yoruba. Alors les Haoussa, majoritairement musulmans, se trouvent au nord du pays. Les Yoruba, chrétiens et musulmans, sont assez dispersés et se retrouvent majoritairement à l'ouest. Au sud-est, on retrouve les Igbo, chrétiens et animistes. C'est dans cette partie du pays qu'on a le delta du Niger, qui est une zone regorgeant la plupart des mines de charbon et des réserves de pétrole, source de richesse du pays. Ainsi, par leur territoire, les Igbo vont recevoir un certain privilège de la part des Anglais. Ils auront donc droit à une éducation civique et religieuse. Il faut savoir qu'à ce moment au Nigeria, il y avait 2 grandes compagnies pétrolières britanniques qui utilisaient beaucoup le pétrole. C'était Shell et BP. De ce fait-là, pour éviter un certain manque au sein de ces compagnies, les Anglais exploitaient plus de 400 000 barils de pétrole par jour. Donc, comme je l'ai dit plus haut, le pouvoir est centré aux mains de 3 ethnies. Le président est Igbo, le premier ministre Haoussa et les Yoruba remplissent l'administration. Le pays est donc sous tension. La population nigériane, regroupant la majorité des autres ethnies, va commencer à se plaindre des conditions de vie difficiles, du fait que l'argent ne circule plus dans le pays, et surtout du fait que les gouvernants se jouent aux aveugles face à la situation délicate dans laquelle se trouve le peuple. Ainsi, de nombreuses manifestations d'une violence extrême vont avoir lieu à l'encontre du Premier ministre Abubakar Tafawa Balewa. Les tensions au sein du pays vont perdurer. En 1965, lors des premières élections démocratiques nigérianes, les Haoussa vont s'allier aux Yoruba conservateurs et former le NNA, qui est l'Alliance nationale nigériane. Quant aux Igbo, ils vont s'allier aux Yoruba dits progressistes et vont former le UPGA, qui est la Grande Alliance progressiste unie. Les résultats sont favorables au NNA. Ainsi, de nombreuses protestations ont lieu et de nombreuses populations sont persécutées et poussées à fuir leur territoire. Le 15 janvier 1966, n'acceptant pas la défaite, un groupe d'officiers Igbo avec à sa tête M. Chukwuma Kaduna Nzeogwu vont renverser le gouvernement et placer le général Johnson Aguiyi Ironsi
à la tête du pays. À l'issue de ce coup d'État, M. Aboubakar Tafawa Balewa est arrêté et exécuté. Le 24 mai 1966, le nouveau chef de l'État, M. Johnson Aguiyi Ironsi, décide de mettre fin au fédéralisme et recentre tous les pouvoirs au sein de la capitale Lagos. Cette décision va alimenter les tensions en créant une rébellion anti-Igbo dans le nord et en provoquant de nombreux massacres. Les membres du gouvernement d'origine Igbo vont prendre la fuite. Mais ce qu'a oublié le général, c'est que l'armée nigériane est à ce moment majoritairement composée d'Haoussa. Le 29 juin 1966, M. Johnson Aguiyi Ironsi se fait tuer, accompagné d'un coup d'État qui instaure un gouvernement fédéral militaire. L'alliance Haoussa et Yoruba ayant repris le pouvoir, vont placer à la tête de l'État un général du nom de Yakubu Gowon, qui aura pour mission de rétablir la paix dans le pays. Pendant ce temps, les Igbo présents dans le nord du pays sont victimes de massacres. Odumegwu Emeka Ojukwu, gouverneur militaire de la région de l'Est, refuse de reconnaître l'autorité du général Gowon. De ce fait, il sera convié à une réunion organisée par ce général, accompagné de 3 autres gouverneurs, à l'issue de laquelle une solution favorable à tous semble avoir été trouvée. Mais le président décide par surprise de modifier encore une fois les structures administratives du pays, séparant ainsi les Igbo de leurs richesses. Il décide de subdiviser les 4 États en 12 différents États. Le territoire Igbo sera donc divisé en plus de 2 États, avec pour principal but d'enlever la gestion des ressources pétrolières des mains d'Ojukwu. If civil war comes, and I do think it is imminent, you're quite right, it will for us be the price of freedom. Le 30 mai 1967, le Conseil consultatif de la région de l'Est vote la sécession de la région. Ojukwu proclame l'indépendance de la région qui prend le nom de République du Biafra avec Enugu pour capitale. La République du Biafra aura une hymne nationale et même un drapeau. Ainsi, un état d'urgence est déclaré par le général Yakubu Gowon qui mettra en place des mesures policières visant à reprendre le contrôle du Biafra. The sacrifices will be heavy, but the cause is worthy and just. Long live the Federation of Nigeria. C'est donc le 6 juin 1967 que la guerre va véritablement commencer. Les forces fédérales nigérianes vont franchir la frontière et marcher sur Enugu. Cependant, les forces biafraises vont réagir en tentant de s'approprier le dernier tiers du pétrole du Nigeria afin de devenir totalement titulaire des réserves pétrolières du pays. Le gouverneur Igbo va, pour aider son peuple, obliger les compagnies pétrolières opérant dans la région à lui verser les taxes initialement versées au gouvernement nigérien. Face à cela, les autorités fédérales vont mettre en place une opération militaire appelée Unicorn qui aboutira à la capture de 6 grandes villes du Biafra. Mais Ojukwu va tenter de se défendre par un coup d'État visant à renverser le gouvernement nigérien, chose qui va totalement échouer. Ainsi, l'armée fédérale va les repousser et reprendre le contrôle sur les principales villes biafraises. De nombreuses villes comme Port Harcourt, Enugu, Owerri vont tomber. Par la chute de Port Harcourt le 24 mai 1968, le Biafra se retrouve totalement privé de toute ressource extérieure. Un blocus terrestre et maritime est mis en place par le gouvernement nigérien. Ainsi, des millions de personnes sont coincées sur le territoire biafrais, donnant alors naissance à une terrible famine avec près de 1 million de personnes décédées, en particulier des décès d'enfants. On peut dire que cette famine est comme une stratégie du gouvernement biafrais pour faire capituler Ojukwu. Le gouvernement du Biafra va ouvrir ses frontières aux journalistes afin d'attirer une sympathie internationale
en mettant en avant des réfugiés et des enfants faméliques, le manque d'accès à la santé et surtout l'aspect génocidaire de la guerre. Touchée par cette guerre, la communauté internationale va apporter de l'aide au Biafra de façon officielle et même officieuse par la mise en place de ponts aériens transportant des vivres, des médicaments et plein d'autres choses. Le gouvernement du Nigeria, mécontent de cette aide apportée au Biafra, va dénoncer ces convois qui, selon lui, servent de couverture à l'envoi d'armes et de mercenaires. Ils iront même jusqu'à abattre en plein vol un avion du Comité international de la Croix-Rouge. Par cette guerre, Ojukwu arrive à s'attirer cette sympathie tant désirée. On a donc l'implication de 4 pays, la France, le Royaume-Uni, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Le Nigeria est connu dans le monde pour sa richesse pétrolière. De ce fait, l'Occident a un certain intérêt pour ses ressources et l'Afrique, par ses pays, le voit comme une menace. Je m'explique. Le Royaume-Uni veut que la guerre cesse rapidement afin de pouvoir à nouveau puiser dans les ressources pétrolières du pays sans avoir à verser d'énormes taxes au Biafra. C'est pour cela qu'ils vont s'allier à Yakubu Gowon. Du côté de la France, De Gaulle mène une forme de concurrence avec le Royaume-Uni. À cette époque-là, Elf, compagnie pétrolière française, est en plein essor et il cherche à la placer au-dessus des compagnies pétrolières britanniques telles que Shell, BP, etc. Il va donc, avec son conseiller Afrique, Jacques Foccart, s'impliquer officieusement dans cette guerre. Mais il faut savoir que officiellement, la France se plaçait comme étant neutre face à ce conflit, mais en réalité, elle fournissait de l'aide militaire au Biafra. C'est là que M. Félix Houphouët-Boigny, président de la République de Côte d'Ivoire, et M. Omar Bongo, président de la République du Gabon, rentrent en scène. Ils vont donc accompagner la France en apportant leur soutien à Ojukwu. En effet, ces 2 pays voient cette guerre comme une occasion d'affaiblir le Nigeria, qui était et qui est toujours l'un des plus riches pays d'Afrique. C'est donc par ces pays que la France doit passer pour aider le Biafra. Le 24 décembre 1969, avec un fort appui de l'Angleterre, les forces fédérales nigérianes vont lancer une grande offensive. Elle sera tellement énorme qu'elle permettra de faire tomber définitivement l'armée biafraise. Son armée affaiblie, Ojukwu n'a plus d'autre choix que de prendre la fuite. Il va donc se rendre en Côte d'Ivoire où il passera la majorité de son exil. Le 12 janvier 1970 marque ainsi la fin de la guerre. Ojukwu signe un cessez-le-feu immédiat et sans condition. Et 3 jours après, le 15 janvier 1970, le Biafra est officiellement réintégré au Nigeria. La Côte d'Ivoire et le Gabon vont jouer un grand rôle ici. Ils vont accueillir de nombreux réfugiés nigériens. Des centaines d'enfants sont transportés au Gabon, où ils seront hébergés à l'église Sainte-Marie et à l'église Saint-André. Quant à la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny va accueillir de nombreux réfugiés biafrais qui seront majoritairement installés à Treichville et formeront le quartier Biafra. Le gouvernement nigérien va essayer à son tour de mettre en place une réconciliation avec le peuple Igbo. Ainsi, les combattants du Biafra vont être autorisés à réintégrer l'armée. Et en 1982, Ojukwu aura la possibilité de retourner au Nigeria après près de 10 ans d'exil. Il se fera donc discret jusqu'à sa mort le 26 novembre 2011 à Londres, à l'âge de 78 ans. Jusqu'aujourd'hui, le peuple biafrais ne bénéficie toujours pas du pétrole puisé dans son territoire. Aussi, ils font face à de nombreuses difficultés. Par exemple, on retrouve souvent des résidus de pétrole dans les eaux biafraises, ce qui empêche ces populations d'avoir accès à la pêche. Après plus de 50 ans, la guerre du Biafra demeure l'une des guerres les plus meurtrières d'Afrique. Elle a causé beaucoup de tort au peuple nigérien. Influencés par la communauté internationale et par l'avidité du pouvoir, les Nigérians se sont entretués, laissant des traces indélébiles dans l'histoire de leur pays. Faut-il continuer à se laisser influencer par la communauté internationale
pour des intérêts qui ne profitent même pas au pays? Ou bien même, est-ce nécessaire de s'entretuer pour répondre aux besoins de la communauté internationale? Quand est-ce que l'Afrique va-t-elle ranger une fois pour toutes ses comportements afin de penser à son propre développement? L'idée, c'est que chacun d'entre nous se pose ces questions et prenne conscience du chemin à suivre pour le développement de l'Afrique. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner à la page. Aussi, il existe d'autres guerres autant plus meurtrières qui ont marqué l'Afrique. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo pour parler d'une d'entre elles.